ça, on va dire qu'on... Voilà, ça chauffe pour son matricule tout de même. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire que Raspoutine est un espion allemand, qu'il est à la solde des Allemands, qu'il a été acheté pour faire chuter la monarchie. On a dit la même chose de Lénine, qui est aussi un Sibérien. Alors, que les Allemands aient payé les révolutionnaires, ça c'est un fait acquis, mais ils arrosaient tout le monde, parce qu'ils ne savaient pas très bien qui est-ce qui allait gagner, donc il fallait bien donner à tout le monde de quoi un petit peu publier ses journaux que personne ne lisait, etc., etc., les laisser passer par l'Allemagne en 1917, etc., bon, c'était la moindre des politesses. Bon, après, c'était évidemment pas une marionnette des Allemands, ils n'étaient pas assez... ils n'avaient pas le don de divination, ils ne savaient pas sur quel cheval parier, tout simplement. C'est difficile de... On voit aussi avec les Américains, qui sont accusés par les Russes aujourd'hui d'avoir manipulé toutes les révolutions arabes de couleur, etc. Bon, quand on voit le résultat, on se dit que finalement, ils n'ont pas été très efficaces. Oui, pour renverser quelqu'un, c'est facile de faire plonger une statue, mais ensuite, pour construire un État là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Donc effectivement, il y a eu cette théorie du complot, et qui a été très rapidement battue en brèche par les historiens sérieux de l'époque, et même par un certain nombre de Russes un peu lucides. Il y a une bonne biographie par un ancien général russe d'état-major, qui est Spiridovitch, dès 1935, qui dit que pour lui, il n'y a absolument pas besoin de complot allemand d'abord pour que la Russie s'effondre, et que surtout, Raspoutine était trop insaisissable, et jamais le même homme pour qu'on puisse l'instrumentaliser, parce que dans instrumentalisation, il y a instrument. Quand on est un chirurgien, on a besoin d'un scalpel qui ne va pas vous sauter des mains. Eh bien, là, avec Raspoutine, on ne peut pas. Il prend l'argent, puis après, il vous rit au nez, il va le donner à une prostituée devant vous, juste pour vous faire rager, et il ne va pas vous obtenir le poste que vous voulez, etc. Là où il est vraiment intervenu, c'est dans la politique ecclésiastique, et on peut dire qu'il a raspoutinisé le clergé. Il y avait à peu près un quart à un tiers des évêques qui devaient leur poste à Raspoutine, et la révolution de 1917 dans le clergé a d'ailleurs conduit à une dérasputinisation assez brutale de ce clergé-là. Mais sinon, jamais le tsar, vous imaginez, l'a écouté pour des conseils diplomatiques ou stratégiques. Il écoutait les généraux quand même. Il savait qu'il n'était pas très doué, mais il n'allait quand même pas écouter un obscur moujik. Il n'était pas fou. Donc il disait oui à l'impératrice, et puis il n'en faisait quand même qu'à sa tête. De temps en temps, il lui répondait, écoute, une très belle correspondance qui a été publiée en français dès 1924. Écoute, tu diras à notre ami que ça suffit et que j'ai pas à me justifier, mais bon, t'inquiète pas, je vais épargner des vies, etc. Bon. Donc, ça a joué un rôle... non, moi je précise qu'elle ne pouvait pas être accusée d'être, une antenne prussienne à la cour. Et à l'époque, quand même, les différences régionales en Allemagne, elles avaient le rôle. Quand on était de Hesse, on n'était pas de Prusse, je suis désolé. C'était vraiment un apport, en effet,